Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? Ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington n'est pas seulement un nouveau chapitre d'une crise politique. C'est le genre d'événement qui brise les structures, qui rompt les pactes tacites et expose des fissures qui étaient déjà là, mais que personne ne voulait voir. Un juge fédéral a décidé de briser le silence qui entourait l'une des affaires les plus sensibles de l'histoire récente des États-Unis. Des documents qui étaient auparavant scellés, protégés à double tour, sous prétexte de sécurité nationale, sont désormais disponibles, accessibles, exposés. Cette décision a pris tout le monde par surprise, y compris ceux qui opèrent dans les coulisses du pouvoir, habitués aux rituels lents et calculés de Washington. Mais ce qui a été révélé n'est pas seulement de la bureaucratie ou une subtilité juridique. Ce qui a été révélé a du poids, a un caractère d'urgence et a le potentiel de déstabiliser non seulement une présidence, mais aussi l'idée même de continuité institutionnelle. Pour la première fois depuis le début de cette enquête, menée par le procureur spécial Jack Smith, nous avons accès au contenu réel des accusations, et ce que ces documents révèlent est effrayant. Ils détaillent une accusation fédérale comportant 38 chefs d'accusation, dont 37 directement contre Donald Trump. Il ne s'agit pas d'un langage vague ou d'accusations génériques. Ce sont des termes juridiques précis, fondés, soigneusement rédigés pour délimiter les contours d'un crime fédéral dans sa forme la plus grave. L'accusation principale est celle de rétention intentionnelle d'informations relatives à la défense nationale. En termes simples, cela signifie que des documents qui auraient dû être conservés par des institutions officielles, protégés par des protocoles de sécurité, étaient en possession du président Trump. Et ce n'était pas par erreur. Selon le dossier, il ne s'agissait pas d'une négligence. Ce n'était pas une boîte qui s'était retrouvée dans la mauvaise pièce. C'était une décision consciente, un acte de rétention délibéré. Ces documents, selon la classification de la loi, font partie de la catégorie la plus sensible de la structure de défense américaine. Des informations qui, si elles étaient divulguées, pourraient compromettre des opérations, exposer des agents, fragiliser des négociations internationales et, en fin de compte, mettre en danger l'intégrité de la sécurité nationale des États-Unis. Et ce n'est que le début. Ce qui rend cette crise explosive, c'est l'accusation de complot visant à entraver la justice. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé, d'une erreur isolée, mais d'une action coordonnée. Quelqu'un a agi de concert avec Donald Trump pour empêcher le gouvernement d'avoir accès à ce qui lui appartenait de droit. Lorsque le terme « conspiration » apparaît dans une accusation fédérale, il s'accompagne d'un poids symbolique et juridique dévastateur. Il indique qu'il y a eu accord et qu'il y a eu intention commune, qu'il y a eu un plan. Et cela ne s'arrête pas là. Les dossiers divulgués révèlent les détails d'une possible tentative active de dissimulation de preuves. Lorsque les archives nationales ont commencé à demander les documents en mai 2021, la réponse n'a pas été seulement le silence ou le déni passif. Ce que les enquêteurs affirment, c'est qu'il y a eu une action concertée pour dissimuler les documents. Une opération de dissimulation. Une série de fausses déclarations, de représentations trompeuses, de mensonges racontés directement aux enquêteurs fédéraux. Et ici, il est important de comprendre. Mentir à des agents fédéraux est, en soi, un crime. Si les preuves récemment divulguées comprennent des enregistrements, des emails ou des témoignages confirmant que Donald Trump ou des personnes proches de lui ont intentionnellement fourni de fausses informations au FBI, nous sommes face à une question qui dépasse le débat politique. Nous parlons d'une violation objective de la loi,
de quelque chose qui ne dépend pas d'une interprétation idéologique, d'une transgression pour laquelle tout citoyen, en toutes circonstances, devrait répondre devant la justice. Et c'est pourquoi, moins de 24 heures après la publication de ces documents, le Congrès a changé de ton. Ce qui était auparavant des appels à l'enquête s'est transformé en demande claire d'emprisonnement. Pas de destitution, mais d'emprisonnement. La différence est brutale. La destitution est un instrument politique. L'emprisonnement est une réponse pénale. Lorsque les parlementaires commencent à utiliser ce langage, c'est le signe que la gravité de la situation a dépassé toute possibilité de gestion symbolique de la crise. Et le plus frappant, c'est que cela ne vient pas seulement de l'opposition. L'une des voix les plus virulentes jusqu'à présent est celle de la sénatrice républicaine Lisa Murkowski. Et lorsqu'un membre du parti de Donald Trump rompt avec la ligne officielle et déclare que les documents confidentiels ne peuvent être utilisés pour dissimuler la corruption, cela représente un effondrement moral. Ce n'est pas seulement un geste politique. C'est une renonciation publique à un pacte de silence. C'est la reconnaissance que la gravité des faits ne peut être ignorée, même par les alliés les plus résistants. Lorsque le parti au pouvoir commence à montrer des fissures, c'est le signe que le contenu des dossiers est en fait indéfendable. Il n'y a plus de place pour le discours de persécution politique. Il n'est plus possible de soutenir que tout cela n'est qu'une chasse aux sorcières médiatiques, car maintenant c'est le parti lui-même qui dit qu'il faut une réponse. Et cette réponse doit venir rapidement. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette réaction si immédiate? La réponse se trouve dans le moment historique que nous vivons. Donald Trump est en plein exercice de son deuxième mandat présidentiel. Le pays n'est pas confronté aux erreurs d'un homme politique à la retraite. Il est confronté à une crise juridique et institutionnelle avec le chef de l'État en exercice. Et cela change tout. Chaque décision exécutive, chaque mesure économique, chaque négociation diplomatique est désormais assombrie par ces accusations. La gouvernabilité est étouffée par une crise juridique en temps réel. Ce qui n'était auparavant qu'un bruit en coulisses est désormais un cri au centre de la scène. Et cela affecte tout. Cela affecte la confiance, cela affecte l'image internationale, cela affecte le fonctionnement même de la machine publique. Le gouvernement est dans un état de paralysie fonctionnelle. Aucune politique publique ne progresse sans être remise en question. Aucune conférence de presse n'échappe aux questions sur les accusations. Aucune tentative de dialogue avec le Congrès n'a lieu sans que les mots « prison » et « obstruction » ne soient dans l'air. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent cette même oppression dans la poitrine. Ce sentiment que la vérité est délibérément cachée, manipulée au nom d'intérêts qui n'ont rien à voir avec le bien commun. C'est pourquoi cette chaîne existe, pour vous montrer ce que les grands journaux évitent de dire, pour relier les points, pour vous donner la vision qu'ils essaient de brouiller avec des titres superficiels. Alors, inscrivez-vous ici sur la chaîne. Ce n'est pas seulement un abonnement, c'est un acte de conscience, de lucidité, de ceux qui ne veulent plus tout avaler sans rien dire. Ici, nous analysons, nous dénonçons et nous nommons les responsables. Inscrivez-vous et rejoignez-nous, parce que ce que vous ressentez est réel, et cela ne passera pas, tant que tout n'aura pas été révélé. La période que nous traversons expose non seulement les erreurs d'un gouvernement, mais aussi les failles profondes d'une structure qui, pendant des années, a permis que les limites de la légalité soient testées sans conséquence. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est plus que l'image d'un président ou la stabilité d'un mandat. C'est la capacité de tout un système à réagir avec fermeté lorsqu'il est confronté à des preuves qui violent les principes fondamentaux de la Constitution. La divulgation de documents confidentiels, ordonnés par un tribunal,
a mis en lumière des éléments qui jusqu'alors étaient dispersés, déconnectés, traités comme des rumeurs ou des fragments isolés dans des reportages qui n'ont jamais été confirmés. Mais il ne s'agit plus désormais de suppositions. Nous parlons de documents officiels, croisés par des dates, des noms, des transactions, des échanges de messages et des mouvements physiques d'articles classifiés. Ce niveau de détail oblige tout observateur politique, aussi sceptique soit-il, à admettre qu'il y a un problème grave et imminent devant nous. Et l'effet de cela est déjà visible. Des départements entiers au sein du gouvernement réorientent leur routine. L'attention qui aurait dû être portée sur les projets d'infrastructure, les débats économiques et les questions sociales a été détournée par des réunions d'urgence, des révisions de protocoles et des tentatives pour comprendre l'étendue des dommages causés. Il ne s'agit plus seulement de protéger l'image publique d'une administration, il s'agit de protéger le pays d'une implosion institutionnelle. Pour la première fois depuis des décennies, les trois pouvoirs se regardent avec méfiance. Le pouvoir judiciaire prend des décisions qui vont à l'encontre de la logique politique. Le pouvoir législatif réagit avec précipitation, comme s'il voulait se distancier de toute implication. Et le pouvoir exécutif se referme dans le silence ou réagit par des communiqués génériques qui ne parviennent plus à contenir la vague croissante d'indignation qui se répand parmi les électeurs et ses propres alliés. Au sein du Congrès, les commissions les plus stratégiques sont sous tension constante. Les représentants des deux partis se réunissent désormais en session parallèle en dehors de l'agenda public, pour tenter de comprendre jusqu'où les documents peuvent aller. La préoccupation n'est plus seulement juridique, elle est stratégique. Certains sénateurs et députés voient leurs propres liens avec le cabinet présidentiel menacés, craignant que de nouvelles révélations puissent exposer des réunions, des collusions ou des messages échangés à des moments clés. Il n'est pas exagéré de dire qu'un climat de panique silencieuse s'empare des couloirs. Les chefs de cabinet se précipitent pour revoir les dossiers, vérifier les mémos, effacer les traces de rencontres qui pourraient aujourd'hui être interprétées comme de la complicité. Certains parlementaires ont déjà entamé des discussions discrètes avec leurs électeurs pour tester le climat politique local, évaluer si une rupture avec la présidence serait considérée comme une trahison ou comme un geste de courage. Cela montre que la crise ne touche pas seulement Washington. Elle se répercute dans les districts, les villes, les États. Partout où il y a un politicien ayant des ambitions électorales, quelqu'un se demande s'il est encore possible de rester aux côtés de Donald Trump, sans porter le poids de cette tempête juridique qui s'intensifie d'heure en heure. Et pendant ce temps, le ministère de la Justice est soumis à des pressions de toutes parts. D'un côté, on exige de la rapidité, une réponse institutionnelle, une application objective de la loi. De l'autre, on craint que toute mesure précipitée ne vienne envenimer davantage le climat de polarisation, qui est déjà proche du point de rupture. Au sein même de l'équipe juridique du gouvernement, des fissures apparaissent. Des sources proches des hautes sphères confirment qu'il existe des désaccords internes sur la manière de procéder. Certains défendent une position publique plus transparente, presque confessionnelle. D'autres estiment que tout signe de fragilité serait immédiatement exploité par les adversaires comme preuve de culpabilité. Le dilemme est cruel. Rester silencieux semble être une omission. Parler semble être une confirmation. Et tandis que cette hésitation perdure, le discours contraire gagne du terrain sur les réseaux sociaux, dans les rues, et chez ceux qui ne font plus confiance aux institutions. Les médias indépendants, en particulier, ont joué un rôle crucial dans l'articulation des réactions publiques. Les petits journaux, les chaînes alternatives et les analystes hors du circuit traditionnel relient des points qui étaient auparavant délibérément maintenus séparés. Il existe des liens entre les documents confidentiels et les décisions prises il y a plusieurs mois, qui jusqu'alors semblaient banales. Il existe des registres qui indiquent les déplacements de personnes, directement liés au cercle le plus intime du président.
à des heures et des endroits qui prennent désormais une autre signification. La lecture croisée de ces données suggère l'existence d'une stratégie délibérée visant à détourner, retenir et même manipuler des informations d'intérêt public. Et cela va bien au-delà d'une simple infraction au protocole administratif. Nous parlons de la possibilité concrète que des décisions ayant un impact direct sur la sécurité du pays, ayant été contaminées par des intérêts personnels, des vanités politiques ou la crainte de représailles institutionnelles. Le plus alarmant est que les organes de contrôle interne eux-mêmes, tels que le Bureau d'éthique gouvernementale et l'Inspection générale du ministère de la Justice, ont également été cités dans les rapports, certains d'entre eux remettant en question la lenteur avec laquelle certaines ordonnances judiciaires étaient mises en œuvre. Cela soulève des soupçons quant au degré de pénétration atteint par cette crise, au sein des structures qui devraient justement prévenir ce type d'effondrement. Lorsque les mécanismes de contrôle sont ignorés ou discrédités, le système tombe en panne. Et lorsque cela se produit dans la plus grande démocratie du monde, les effets ne se limitent pas aux frontières nationales. Les partenaires internationaux ont déjà fait part de leur inquiétude. Les diplomates européens et asiatiques ont fait état de difficultés à maintenir des négociations stables avec leurs interlocuteurs américains. Il existe une incertitude quant à la continuité des accords, la fiabilité des promesses et la validité des engagements pris sous la direction actuelle. Cela affaiblit la position mondiale des États-Unis. Cela crée des failles qui seront exploitées par les puissances rivales. Cela discrédite non seulement le président, mais aussi le pays dans son ensemble. Dans les rues, la réaction est immédiate. Des manifestations ont commencé à se former dans plusieurs capitales d'État. D'un côté, les partisans exigent la loyauté envers le dirigeant, alléguant une persécution politique et une manipulation institutionnelle. De l'autre, des groupes organisés réclament sa démission immédiate, sa mise en détention préventive et la formation d'un comité spécial pour gérer la crise, jusqu'à ce que de nouvelles élections puissent être organisées. C'est la matérialisation de la rupture politique sous la forme d'une mobilisation sociale, des familles divisées, des amitiés détruites, des communautés polarisées. La tension qui commence dans les bureaux descend dans la rue, et aucune mesure policière ou préventive ne peut contenir l'accumulation de frustrations qui s'accumulent depuis des années. La vérité est que cette crise n'a fait que révéler ce qui était déjà brisé. La confiance. La transparence. L'idée que la démocratie américaine était à l'abri de la corruption dans les hautes sphères. L'illusion que les institutions fonctionneraient automatiquement lorsqu'elles seraient mises à l'épreuve. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que le système saigne, que le pouvoir résiste à toute confrontation, que la justice, aussi aveugle soit-elle en théorie, dépend toujours du courage d'individus qui n'ont pas peur de signer des décisions, même s'ils connaissent l'ampleur de l'ennemi auquel ils font face. Le juge qui a ordonné la divulgation des documents scellés est entré dans l'histoire, non pas pour avoir joué un rôle de premier plan, mais pour avoir rompu un pacte tacite d'omission, en affirmant avec le poids de sa toge que la vérité ne peut être reportée indéfiniment. Et ce geste, aussi juridique soit-il, a eu un impact émotionnel sur des millions d'Américains qui sentent, pour la première fois depuis longtemps, que la vérité a peut-être une chance. Et c'est exactement pour cela que je dois vous demander maintenant, en vous regardant dans les yeux, même à travers cet écran, tu sens aussi que quelque chose ne va pas, que personne ne t'écoute, que les décisions qui affectent ta vie sont prises par des gens qui ne t'ont jamais regardé dans les yeux? Si tu ressens cela, commente ci-dessous avec la phrase « Je me sens aussi invisible, mais je ne me tairai pas ». Ta voix peut être l'écho qui manque, pour qu'une autre personne trouve le courage. Lorsque vous commentez, vous ne vous contentez pas de vous défouler. Vous formez un cœur. Vous montrez qu'il existe des gens éveillés, conscients, qui n'acceptent plus le silence comme réponse. Et si ce contenu a du sens pour vous, partagez-le. Si cette vidéo vous apporte les pièces que personne ne vous donne,
diffusez-le, car plus il y aura de gens au courant, plus il sera difficile d'enterrer à nouveau cette vérité. Les conséquences de la divulgation des archives scellées. Les conséquences de la divulgation des archives scellées ont non seulement ébranlé les fondements de la politique américaine, mais ont également remis en question l'architecture même du pouvoir qui soutient l'équilibre mondial. L'impact d'un scandale de cette ampleur, impliquant directement le commandant suprême des forces armées des États-Unis, ne se limite pas aux frontières du territoire américain. Il se répercute dans les forums internationaux, provoque des secousses sur les marchés financiers, déstabilise les coalitions diplomatiques et compromet l'intégrité des traités qui dépendent de la confiance dans le leadership américain. Avec la divulgation d'informations qui étaient jusqu'alors gardées secrètes par la justice, les pays alliés ont commencé à réévaluer leurs canaux de renseignement, leurs engagements stratégiques, et même le niveau d'accès accordé aux agents liés au gouvernement américain. Les ambassades et les consulats font état d'une augmentation inhabituelle du nombre de réunions classées comme urgentes. Les ambassades de l'OTAN, de l'Union européenne et des puissances asiatiques ont commencé à fonctionner en état d'alerte diplomatique, non pas parce qu'elles craignent une rupture directe, mais parce qu'elles comprennent que la fragilité interne du système américain crée des opportunités pour les adversaires extérieurs d'exploiter le vide d'autorité. La Chine, par exemple, a profité de l'instabilité pour proposer de nouveaux blocs commerciaux avec des pays historiquement alignés avec les États-Unis. La Russie a intensifié sa propagande d'État en mettant en avant la crise comme preuve de l'effondrement moral de l'Occident. Et même parmi les alliés traditionnels, tels que le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne, on observe un mouvement discret de repositionnement prudent, comme si l'on anticipait que l'axe de commandement n'était plus aussi fiable qu'auparavant. Sur le territoire américain, la situation a également pris des contours qui échappent à la logique conventionnelle de la politique institutionnelle. Des groupes radicaux, qui étaient jusqu'alors en marge du débat public, ont regagné du terrain et fait entendre leur voix, alimentée par le discours de la trahison, de la persécution et de la nécessité de résister. Les forums numériques sont devenus des lieux de mobilisation silencieuse, où l'on discute aussi bien de boycott économique que de la possibilité d'actions coordonnées dans le cadre de manifestations de grande ampleur. Et le plus alarmant, c'est que ce scénario n'est contrôlé par aucune instance officielle. Le département de la sécurité intérieure a publié des rapports alertant sur le risque croissant d'actes de violence politique. Les agences de renseignement, quant à elles, ont identifié des mouvements atypiques dans des régions historiquement associées à la base électorale du président, où les dirigeants locaux ont commencé à utiliser des termes tels que résistance constitutionnelle, défense armée et patriotisme authentique pour justifier des actions en dehors du cadre légal. Le pays devient peu à peu un champ de mine, où la tension n'est plus seulement rhétorique, mais physique, latente, tangible. Et au centre de cette tempête se trouve une présidence affaiblie, isolée et sous pression de tous côtés. Le cabinet présidentiel s'est vu contraint de mettre en place une task force d'urgence pour tenter de contenir la progression de la crise. Mais les options disponibles sont de plus en plus limitées. Convoquer des déclarations publiques sans admettre sa culpabilité n'a plus d'effet. Proposer des réformes administratives semble hors de propos compte tenu de la gravité des accusations. Tenter d'étouffer les faits est devenu inutile depuis que les archives ont été rendues publiques. Il ne reste que peu de stratégies, et aucune d'entre elles ne semble capable de redonner au gouvernement le contrôle du discours ou de la gouvernabilité. Dans ce contexte, la position du Congrès revêt une importance sans précédent. Le pouvoir législatif est désormais considéré non seulement comme un organe de contrôle, mais aussi comme le dernier rempart de la stabilité institutionnelle. Des parlementaires de différents horizons idéologiques ont trouvé, dans la gravité des faits, un point commun de préoccupation:
Et bien que l'unité soit encore loin d'être atteinte, il y a des signes clairs qu'un front d'urgence est en train de se former, dans le but de garantir que la Constitution soit préservée, indépendamment de qui est au pouvoir. Des propositions d'amendements constitutionnels ont commencé à circuler, suggérant de nouvelles limites à l'immunité présidentielle et des mécanismes de réponse plus agiles en cas de violation explicite de la loi par de hauts responsables de l'exécutif. Le débat ne porte plus sur la culpabilité individuelle, il porte sur la survie du modèle républicain face à une crise qui a brutalement mis à l'épreuve la capacité de réaction du système. Certains sénateurs ont publiquement défendu la création d'un comité suprapartisan doté de pouvoirs d'enquête élargis, capable d'accélérer les procédures sans dépendre exclusivement du rythme judiciaire. D'autres sont allés plus loin en proposant que la Cour suprême assume une fonction de sauvegarde extraordinaire jusqu'à ce que la crise soit résolue, ce qui créerait un précédent institutionnel sans précédent, mais qui gagne du soutien face à l'urgence du moment. Ce que l'on voit, c'est un système qui tente de se réinventer au milieu de l'effondrement. Une démocratie qui tente de se maintenir debout alors que ses piliers sont rongés de l'intérieur. Et c'est précisément à ce moment-là que la société civile entre en scène. Et c'est précisément à ce moment-là que la société civile entre en scène avec une force qui n'avait pas été vue depuis longtemps. Les universités, les syndicats, les associations professionnelles, les groupes de défense des droits civils et les mouvements populaires ont commencé à occuper les rues, les réseaux sociaux et les espaces de débat, avec un degré de coordination qui a surpris même les analystes les plus expérimentés. Des lettres ouvertes sont diffusées avec des milliers de signatures, exigeant non seulement la responsabilité juridique, mais aussi une réforme structurelle de la manière dont le pouvoir est exercé et contrôlé aux États-Unis. Les pétitions numériques ont recueilli des millions de signatures en moins de 48 heures. Des organisations juridiques indépendantes ont commencé à offrir une assistance gratuite aux dénonciateurs et aux témoins qui souhaitent collaborer aux enquêtes. Et parallèlement à tout cela, l'appel à un changement culturel plus profond se fait de plus en plus pressant, impliquant l'éducation politique, la culture juridique et le renforcement des mécanismes de transparence publique. Le peuple américain, connu pour sa résilience, semble prendre conscience de la nécessité d'une citoyenneté plus active, plus vigilante et moins vulnérable aux récits fabriqués de toutes pièces. Et cette prise de conscience pourrait être la seule issue possible pour que le pays traverse cette crise sans compromettre définitivement son identité institutionnelle. Dans le domaine juridique, les prochaines étapes sont en cours de préparation. Dans le domaine juridique, les prochaines étapes sont préparées avec une précision chirurgicale. Des avocats expérimentés, qui ont travaillé sur des affaires historiques telles que le Watergate et le scandale Iran-Contra, ont été appelés à conseiller les membres de l'équipe qui mène aujourd'hui l'enquête. On s'attend de plus en plus à ce que de nouveaux témoins soient convoqués dans les prochaines semaines. Des documents complémentaires sont en train d'être croisés avec les données déjà révélées, dans le but de construire une chronologie irréfutable, qui établisse non seulement ce qui a été fait, mais aussi quand, comment, par qui et avec quelle intention. Ce type de preuve est essentiel pour soutenir juridiquement toute action plus énergique, comme la délivrance d'un mandat d'arrêt préventif ou le renvoi direct d'une plainte officielle devant la Cour suprême. La justice, bien que sous pression, agit avec la rigueur nécessaire pour garantir qu'aucune accusation ne soit discréditée par des erreurs techniques ou des précipitations procédurales. Et cela demande du temps, de la patience et surtout du courage. Car juger le président des États-Unis alors qu'il occupe encore la fonction la plus puissante de la planète n'est pas seulement une décision judiciaire, c'est un geste historique qui définit une époque. Et le monde entier regarde. C'est pourquoi, en terminant cette vidéo,
on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un simple scandale passager. Ce que nous avons vu jusqu'à présent est le portrait d'une démocratie mise à l'épreuve. Une démocratie qui a été remise en question par ceux qui devaient la protéger. Une nation qui a confié son destin à quelqu'un qui, selon les documents désormais publics, a agi avec mépris pour les règles les plus élémentaires de la légalité. Le moment exige de la vigilance, exige de la pression, exige de l'action. Et tout commence par l'information. C'est pourquoi, si vous pensez que ce contenu vous a ouvert les yeux, si quelque chose en vous s'est réveillé en entendant ces mots, partagez cette vidéo. Envoyez-la à ceux qui n'ont pas encore compris l'ampleur de ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Pas par vanité, pas pour les chiffres, mais parce que c'est ici que vous continuerez à recevoir ce que les journaux ne disent pas. Des informations brutes, une analyse sérieuse, le courage de pointer du doigt et de montrer la vérité, peu importe qui cela blesse. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications. La période que nous traversons ne permet aucune distraction. Vous devez être prêt pour ce qui va arriver, car ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Et nous continuerons ici à exposer, à enquêter et à donner la parole à ceux qui en ont assez d'être manipulés. Car la vérité, aujourd'hui, ne peut plus être cachée.